tous et bienvenue pour ce 6e épisode de l'Académie All-Star Game. Nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Hervé Dumès et Aude Deville. Hervé Dumès, Aude Deville, bonjour. 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 Donc première question, qu'avez-vous pensé de ce cycle de conférences qu'est l'Académie All-Star Game ? Très beau projet. Très beau projet sur le programme, très varié. C'est un peu difficile de dire que des invités prestigieux, enfin, à part de cette séance et les séances précédentes, mais un très beau programme. Un très beau programme. Je pense de pré-formation à la recherche sur une idée très intéressante, c'est-à-dire pas de formation, par exemple en première année de thèse ou lors des M2 qui orientent vers la recherche, mais en pré-formation. Je trouve que cette idée est très originale et très intéressante. Et le format est aussi intéressant de replacer l'idée de la conférence ou de la leçon sur un thème bien connu par les intervenants. Je trouve que c'est un exercice finalement qui se perd. Et donc pour les intervenants, il y a un challenge, un défi, parce qu'on est face à un joli public, mais aussi dans l'exercice, finalement on n'a plus trop l'occasion de le pratiquer, dans le sens où dans les conférences on présente sa recherche, ou lorsqu'on fait cours on déroule un cours sur plusieurs séances. Donc là l'idée d'une leçon sur un temps limité, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Avec cet aspect, deux intervenants un peu différents, mais qui peuvent se répondre. La complémentarité entre chaque épisode est assez intéressante aussi. C'est vrai que c'est vraiment sympa à suivre. Alors j'ai une première question pour vous, Monsieur Dumès. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre article et le conseil d'administration Harry. Et vous en avez d'ailleurs parlé pendant la conférence. Et en fait, à la lecture donc, de la dernière discussion et de la conclusion de votre article, j'avais quand même l'impression que vous définissiez l'immobilisme donc à partir de processus internes à l'entreprise, c'est-à-dire effectivement donc matérialisé par l'outil du PowerPoint, effectivement avec une certaine sorte de rétention et de les gens ont peur finalement du changement et ne prennent pas en compte leurs expériences passées. Et je me posais la question si ça c'était pas simplement un symptôme finalement de la difficulté qu'ont les entreprises à appréhender l'incertitude et à programmer leur changement. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un doute perpétuel au sein des entreprises qui font que les projets n'aboutissent pas ? Est-ce que ce ne serait pas finalement juste le fait que les processus internes soient défaillants ? Est-ce que ce ne serait pas juste le symptôme de ceci ? Question difficile. Pour toute une série de raisons. Alors on sait que les études montrent, mais encore faut-il regarder quelle méthodologie on peut employer, que effectivement le taux d'échec des projets de changement en entreprise est extrêmement élevé. Certains arrivent à 70% d'échecs. Alors après, ça pose une question sur laquelle Aude est bien plus compétente que moi, qui est, quelle est l'évaluation d'un échec ? Ça pose un problème notre cas était un peu extrême parce que ils ont enchaîné dans cette entreprise des projets de changement qui se voulaient radicaux et qui n'ont conduit à rien, effectivement, en termes de changement, mais ça ne veut pas dire que peut-être que dans 2 ans, ils vont changer, vont finir au bout du 4e projet à changer radicalement. Donc déjà, on n'a pas cette vision-là. Après, ça pose des problèmes qu'on a vus dans la conférence, qui sont des problèmes d'observation. C'est-à-dire qu'un chercheur peut avoir l'impression de l'extérieur qu'une entreprise ne change pas du tout, alors qu'en fait, certaines des pratiques ont changé. Le problème du chercheur peut se poser de la même manière pour le PDG d'ailleurs. On peut avoir l'impression que, parce que le discours de l'entreprise est très rodé sur le changement, que l'entreprise a changé radicalement, elle met en avant des expériences de changement. Et puis finalement, on n'est pas si sûr que ça, que les choses aient changé en profondeur. Donc c'est des questions qui sont... La réponse à votre question suppose des dispositifs méthodologiques assez sophistiqués pour pouvoir donner une réponse vraiment intelligente.
Moi, j'enseigne aux étudiants l'art de la narration. Et je leur explique que voilà, je veux dire, c'est très simple, ça part d'Aristote. Il y a un épisode de la série Kaamelott là-dessus qui est remarquable. C'est-à-dire, il faut un état initial qu'on soit capable de décrire de façon relativement approfondie. Et ensuite, il faut regarder comment on s'est éloigné de cet état initial ou non, sur quelle dimension et vers quoi on va. Donc derrière, il y a vraiment des questions méthodologiques assez intéressantes d'analyse du changement. On a des idées très, à mon avis, très fausses, spontanées sur qu'est-ce que c'est que le changement et comment on peut l'analyser. En fait, c'est une question évidemment assez difficile qui rejoint aussi la question du langage parce que il est possible que dans une entreprise, on ne soit pas capable de nommer le changement. Et le temps beaucoup de choses qui changent sont analysées dans les mêmes termes que ce qui n'a pas changé. Et à l'inverse, on peut mettre des mots nouveaux en pensant que le changement est intervenu alors qu'en fait, on est en train de décrire la même réalité, mais simplement avec des mots nouveaux. Donc on a aussi cette question méthodologiquement de décalage possible entre le langage et les pratiques. Merci. Haute de Ville, donc votre domaine de prédilection, c'est le contrôle de gestion. Donc aujourd'hui, on se rend compte que le contrôle de gestion n'est pas seulement un outil technique, mais qu'il a aussi une volonté de créer une forme de mode de pensée, une forme de culture dans l'entreprise. Comment vous définiriez-vous aujourd'hui le contrôle de gestion, et est-ce que finalement le contrôle de gestion n'a pas pour objectif, pour finalité de donner du sens à l'action collective selon vous? Alors, aussi une question très complexe. Alors je ne me permettrai pas de proposer une définition du champ du contrôle de gestion. En tous les cas, typiquement, le contrôle de gestion est peut-être la discipline de sciences de gestion qui est plus en lien avec toutes les autres. C'est-à-dire autant avec la finance, les ressources humaines, le marketing, la logistique, les systèmes d'information. Le contrôle de gestion repose sur finalement les systèmes d'information de par la création de bases de données. Ensuite, on est en lien avec le marketing, évidemment, sur tout ce qui est satisfaction des clients, part de marché, performance d'une business unit de vente. On est évidemment en lien avec les ressources humaines de par les systèmes d'incitation, de valorisation, de motivation, d'engagement. Donc on est obligé de prendre en compte ce type de préoccupation, de la stratégie aussi, de par le déploiement de la stratégie. Et puis logistique, parce que tout ce qui est délai de livraison, qualité des processus, gestion de production, tout ça, ça va avec. Évidemment, historiquement, la finance, parce qu'on intègre des ratios financiers et souvent le contrôle de gestion fait partie de la direction financière. Donc là, je ne réponds pas tout à fait à votre question. Ensuite, les outils, c'est un objet d'analyse du contrôle de gestion, mais pas le seul. Il y a, par exemple, la performativité de l'outil. Donc ça va au-delà des caractéristiques techniques de l'outil en termes de création d'une réalité. Le chiffre créateur de réalité, c'est aussi une grande préoccupation en contrôle de gestion. Il y a le rôle du métier de contrôle de gestion avec des auteurs bien connus qui ont travaillé sur le dirty work du contrôleur de gestion. Il y a les problématiques de mesure liées au système d'incitation et de valorisation. Donc c'est vraiment un domaine multiniveau, parce qu'on peut être au niveau de la business unit, au niveau un peu plus individuel du manager, du rôle du contrôleur. Voilà. Donc c'est un petit peu, vous choisissez un petit peu la perspective que vous voulez, et d'un point de vue méthodologique, un domaine très très ouvert. Vous pouvez faire des recherches critiques, des recherches très quantitatives, fonctionnalistes, des études de cas positivistes, interprétativistes. Donc voilà, c'est un champ très très ouvert. Et effectivement, la création de sens dans la recherche en contrôle est évidemment permanente, tout comme dans les autres disciplines aussi. Alors, je voudrais maintenant aborder un autre sujet qui est un petit peu en lien avec les deux qu'on a présentés juste avant,
qui est le sujet des classements des revues. Et en fait, ce sujet nous est venu en analysant donc, ce que vous nous aviez envoyé, et notamment en fait en lisant l'édito de votre revue CCA, quand vous expliquiez votre stratégie afin de monter dans les classements et vous analysiez les différents indicateurs qui permettaient d'évaluer la performance d'une revue, d'une publication, etc. Et on s'est dit en même temps, on va voir aujourd'hui le directeur de recherche au CNRS, donc c'est peut-être un petit peu aussi le moment de poser cette question. Et en fait, est-ce que finalement, on n'aurait pas, entre guillemets, échoué, et j'emploie volontairement des mots assez durs, dans l'évaluation de la performance académique aujourd'hui en France, de par la multiplicité des classements, de par cette course à la publication et cette course au classement, est-ce qu'on ne perdrait pas l'essentiel ? C'est-à-dire, est-ce que l'objectif final, c'est finalement d'évaluer les articles, alors est-ce qu'on ne devrait pas plutôt les valoriser ? D'autant plus, c'est ce qui est ressorti aussi à la fin de la conférence. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je rappelle brièvement, on a quand même dit que le problème de la recherche, c'est un problème d'impact. Est-ce que dans ce sens, on ne se tromperait pas d'objectif afin juste de satisfaire des indicateurs de performance ? Et alors ça s'inscrit aussi dans une certaine financiarisation de la recherche, étant donné que voilà, aujourd'hui on a des primes à la publication, etc. Il y a aussi un jeu de promotion. C'est pas comment dire, généralisé la prime à la publication. Oui, c'est pour ça, je parle dans les écoles, mais après il y a aussi des jeux de promotion dans les universités. C'est vrai que bon, il y a quand même des mécanismes incitatifs. C'est ce que vous pensiez de ces sujets. Comme tu veux. Alors pour les classements, déjà, c'est pas parce qu'il y a de multiples classements qu'il y a une information différente dans les classements. C'est-à-dire qu'il y a quand même un pot commun de revues avec des rangs communs. Donc faut distinguer l'information issue des classements et la multiplicité des classements. Ensuite, en France, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le CNRS, classement CNRS, classement FNEJ. La distinction entre les deux majeure, c'est que le classement FNEJ ne classe que des revues issues des sciences de gestion. Le classement CNRS, c'est la session 37 qui classe sciences économiques et sciences de gestion. Après, vous avez le classement HERS. Le classement HERS donne une information commune des deux. Il n'y a pas de changement. C'est-à-dire qu'a priori, le classement HERS, on reprend les classements FNEJ, sauf en 3 dimensions plutôt qu'en 4, et c'est au meilleur des deux. Voilà. Donc ça, c'était un peu sur les principes. Ensuite, les classements, c'est un outil. Les classements sont un outil. Après, c'est l'utilisation de l'outil. Donc on n'est pas obligé de donner des primes à la publication, c'est un choix managérial qui appartient à des structures privées qui ont le droit de le pratiquer en termes d'incitation. La recherche reste quelque chose de fondamental dans le métier d'enseignant-chercheur. C'est-à-dire que je suis convaincue qu'on ne fait pas ces cours de la même façon lorsqu'on pratique de la recherche et lorsqu'on n'en pratique pas. Donc je pense que c'est important pour un enseignant-chercheur à l'Université française de faire de la recherche. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on valorise la recherche. Dans le monde idéal, ce serait de lire tous les papiers des collègues lorsqu'on est évalué. Le problème, c'est le temps de l'évaluation, donc il y a eu cette création d'outils pour l'évaluation. Si je dois parler de mon cas personnel, moi j'ai eu un directeur de thèse magnifique qui m'a appris à faire de la recherche. Maintenant, il ne faisait pas partie du champ du contrôle de gestion. Donc pour moi, à l'époque, le classement FNEJ n'existait pas, parce que je suis née dans le siècle passé, donc le classement FNEJ est plus récent. Le classement CNRS a été pour moi un outil informatif très important, dans le sens où j'ai su quelles étaient les revues de référence dans mon champ. Quitte à commencer avec des mots-clés, vous voyez bien, on commence des mots-clés, on fait une recherche, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'efficience, sur la performance des points de vente. Avoir le classement CNRS a été intéressant pour savoir qu'est-ce que je devais lire, lorsque finalement vous n'avez pas quelqu'un qui vous dise « lis ça ». Donc ça, je trouve que c'est intéressant, parce que du coup, pour moi, j'ai une vision très démocratique, transparente et partagée de l'information. Après, si on est là pour faire du comptage de points, c'est pas intéressant. C'est absolument pas intéressant. Je pense que c'est pas les classements qui obligent à ne faire de la recherche qu'en langue anglaise, par exemple. Pour moi, je pense que c'est très important, pour faire de l'université française, de faire des papiers évidemment à l'international, parce qu'il faut vivre avec son temps, et il faut avoir un rayonnement, et également en français, parce qu'effectivement, on ne divulgue pas, on ne communique pas les mêmes idées en français et en anglais, du fait de l'écriture. J'ai un collègue québécois qui m'a porté l'attention, c'est par exemple lorsqu'on met des tirets en langue anglaise, on met des verbes. En langue française, on met un nom commun avec un article. Et du coup, forcément, la phrase va apporter un développement d'idées qui ne sera pas identique. Donc ça, je trouve c'est intéressant, mais ce n'est pas du fait du classement. Et comme vous faites référence à l'édito sur les indices,
Effectivement, après, il y a des choses mécaniques. Donc des biais mécaniques, comme par exemple les classements d'indices. Donc par exemple, c'était pour la revue Comptabilité Contrôle Audit, pour qu'elle soit le plus citée, il faut que les auteurs, s'ils veulent promouvoir leur propre institution, promouvoir du coup par intermédiaire celui de la revue, c'est de citer des papiers qui ont moins de 2 ans de la revue. Parce que c'est ça qui est compté ensuite dans le classement international, dans certains classements de revues. Donc voilà, après c'est des jeux effectivement un peu pervers, néanmoins avoir accès à l'information de façon transparente et démocratique de c'est quoi la revue de référence dans le champ, parce que je pense que quand on utilise un classement de revue, c'est important d'avoir lu et le CNRS et la FNEJ. Moi j'ai surtout en tête là, le classement FNEJ, mais je suis sûre que le CNRS le fait aussi, et l'HES évidemment. Dans l'introduction, ils expliquent comment ils définissent les revues de rang 1, 2, 3, 4. Et c'est important de lire ces définitions parce que je trouve en tant qu'étudiant, moi ça m'a beaucoup apporté. Du coup, sur les définitions aussi de c'est quoi la revue, l'importance de la revue. Ça aide à comprendre finalement la communauté. Et juste, je rebondis parce que j'y pense à un truc. Est-ce que finalement, le fait, comme vous étiez en train de dire, il faut donc pour pouvoir que la revue monte, pour pouvoir faire en sorte que la revue monte dans les classements, citer des papiers de la revue de moins de 2 ans. Est-ce que dans un sens, ça oriente pas aussi la recherche ? Moi, je ne saurais pas le dire. Alors moi j'étais quand j'ai écrit ce papier-là, et j'ai écrit très clairement ce conseil pour les auteurs. Je suis dans un rôle de rédacteur en chef, de défense de la revue, pour laquelle je suis co-rédacteur en chef. Donc je suis dans mon rôle. Donc je dis, attendons, c'est ça le jeu, faut le connaître. Donc je livre une information de façon transparente à tous les gens qui lisent la revue et les auteurs. C'est des choses, il faut le savoir, il faut en jouer, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit une préoccupation majeure, parce que par rapport à l'exposé que j'ai fait ce matin, on peut être à contre-courant, ne pas être populaire dans une perspective d'analyse. Alors j'ai peut-être eu de la chance, c'est peut-être juste de la chance, mais moi je crois quand même au sérieux du travail. Et quand on a le sérieux du travail, on l'a pour soi. Finalement, alors des fois, ça prend plus de temps qu'un autre, ça prend peut-être plus de temps. Mais le sérieux dans le travail, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Et quel que soit le classement ou autre chose. J'interviens. Si vous avez... Il y a plusieurs éléments dans votre question, en fait. Il y a le classement des revues. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peu de disciplines qui pratiquent ça. C'est-à-dire, il y a l'économie et la gestion, mais les matheux, les sociologues, moi j'ai l'expérience des sociologues qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Ils ont refusé, ils ont une liste de références de revues, mais complètement à plat, sans classement. Et mon expérience pour avoir participé à des comités de recrutement, par exemple en gestion et en sociologie, c'est que du coup en sociologie, on va beaucoup plus dans le contenu, c'est-à-dire que on lit les articles, on lit la production du candidat beaucoup plus quand même qu'en économie de gestion où on fait, voilà, il a publié 3 rangs 1 et on va comparer entre 3 rangs 1 et 2 rangs 2 et avec 2 rangs 2 et 3 rangs et des discussions de ce type. Donc, mais ça c'est le classement. Donc déjà, premier point, le classement est un phénomène assez particulier dans les disciplines scientifiques. Je pense que les matheux ne fonctionnent pas du tout comme ça. Après, je pense qu'il y a eu une évolution extraordinairement rapide des systèmes d'évaluation des chercheurs, parce que moi, quand je suis rentré dans la recherche, je suis rentré pour écrire des livres, en fait. Et ma façon de fonctionner, c'était, je travaille de manière approfondie pendant 3-4 ans sur un programme de recherche, j'écris un livre, je fais 1 ou 2 articles, en fait, autour du livre, puis après, je passe à un autre programme de recherche. Les livres ont quasiment disparu de l'évaluation, ce qui me semble une erreur fondamentale. Et encore une fois, par exemple en sociologie, ils valorisent beaucoup plus les livres encore. Donc là aussi, il y a des différences entre disciplines. Après, il y a un troisième élément qui est est-ce que le système actuel est durable ou pas ? Moi, je pense que non, pour des raisons physiques, c'est-à-dire de contraintes physiques. C'est-à-dire que
moi, j'ai des demandes en permanence, on me demande d'évaluer des articles et des communications. Je veux bien passer une partie de mon temps en tant que chercheur à faire ça, parce que ça fait partie de mon travail. C'est pas inintéressant parce que je sais sur quoi travaillent mes collègues, mais je vais pas passer la moitié et les 2/3 de mon temps à faire ça. Donc je refuse de plus en plus. Je pense qu'il y a des années, on n'aurait pas demandé à des doctorants de faire ce travail, et maintenant on demande à des doctorants. Bientôt on va le demander à des élèves de master, et bientôt à des élèves de L3. Ça continue parce qu'il y a une espèce d'inflation. Tout le monde veut publier. Les revues se multiplient parce que voilà, il faut publier. Et c'est impossible, quoi. Je veux dire, le système est en train d'affronter des contraintes physiques qui vont probablement le faire exploser. Maintenant, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Moi, j'étais à la commission CNRS, donc j'ai travaillé sur les classements des revues. D'abord, mon impression est que j'ai été assez surpris parce que j'ai fait ma thèse avec Raymond Boudon, donc c'est-à-dire que je ne suis pas un bourdieusien convaincu, mais le champ scientifique actuel est quand même complètement bourdieusien. C'est des rapports, c'est quand même des rapports de pouvoir, hein, y compris les classements. Alors bon, il y a une base objective parce que bon, administrative science quarterly, d'accord, bon, mais enfin, je veux dire, ces classements sont l'expression de rapports de pouvoir à l'intérieur du champ scientifique, mais de manière crue, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du Bourdieu, c'est du champ scientifique bourdieusien cru, quoi. Et ça m'a beaucoup surpris. Je m'attendais pas trop à ça, mais c'est une des dimensions. Et après, est-ce que le système peut continuer donc ça c'est une constante, ça a toujours été, ça prend la forme des classements aujourd'hui, mais ça avait d'autres formes à d'autres époques. Je suis pas sûr qu'on puisse continuer à fonctionner comme ça. En écoutant Aude, je me dis, on est tous écartelés, c'est-à-dire, c'est ça le terrible. Moi, quelle est la contrainte la plus forte pour moi des classements? C'est pas tellement sur moi parce que je suis trop vieux, mais c'est sur mes doctorants. C'est-à-dire, je vais pas prendre comme doctorant un jeune normalien brillant, et puis lui faire, on va pas tenir compte des classements et tu vas te faire plaisir en faisant ta thèse, ce qui était mon cas à l'époque, parce que c'est plus possible, quoi. Je peux pas entraîner des jeunes vers un échec, quoi. Je me sens une responsabilité, donc moi mes doctorants, s'ils veulent faire de la recherche, s'ils ont un profil de futurs chercheurs, bah, il faut que je leur fasse, voilà, dès la première année, on commence à travailler sur des papiers, quoi. Ce qui m'apparaît totalement absurde, parce que beaucoup trop tôt, du coup, on n'a plus le processus de maturation intellectuelle nécessaire, mais c'est comme ça. Et donc, je suis comme tout le monde écartelé par ces systèmes d'évaluation. Personnellement, je suis à un moment de ma carrière où je pense qu'il faut que je revienne au livre, parce que c'est bien plus intéressant de faire un livre que de faire 3 articles sur une question, je pense, sur le fond de la production scientifique. Mais moi, je peux me permettre. Mais est-ce que je peux expliquer à un de mes doctorants qui va faire un livre, mais qui ne va pas publier d'articles parce qu'il va faire un livre, c'est vraiment c'est une grosse responsabilité. Si je peux me permettre de rebondir sur 2-3 choses, c'est pas parce qu'il existe un classement de revues qu'on ne lit pas les papiers. Par exemple, j'ai vécu une expérience de membre du jury d'agrégation de sciences de gestion, donc jury d'agrégation du supérieur. Lorsque j'étais rapporteur de dossier, alors c'était une consigne du président de ce jury-là. Bon, évidemment, on lit la notice, mais évidemment, on va lire les papiers du candidat dont on est responsable. Alors, si le candidat avait 25 papiers, on n'a peut-être pas lu les 25 papiers, mais on a lu les papiers majeurs qui étaient fournis avec le dossier. On a lu les papiers. Donc, c'est un outil. Après, c'est à chacun d'avoir la responsabilité de qu'est-ce qu'on en fait. Alors, il est vrai, comme le souligne Hervé,
que lorsque l'instance d'évaluation a 400 dossiers à évaluer, ça devient compliqué de lire tous les papiers à chaque fois. Maintenant, c'est un problème de gestion du temps et de définition de la fonction d'enseignant-chercheur, maître de conférence, professeur à l'Université française, où effectivement on nous demande beaucoup de choses. On nous demande d'être auteur, producteur de produits scientifiques, professeur, évaluateur, qui pourrait être un temps complet quasiment, sans compter les engagements institutionnels, les engagements académiques, etc. Donc le classement, c'est un outil et rien qui n'empêche pas de lire les papiers. Et ensuite, je pense que le comptage d'étoiles, c'est une aberration, c'est surtout ne pas faire. Et ma question, c'est dans les disciplines type la sociologie, les mathématiques que tu as citées, est-ce que le monde est moins bourdieusien et moins violent? Non, il est différemment, effectivement. Voilà. Je pense, oui. Le côté bourdieusien de la communauté, je ne suis pas sûre que ce soit fait de cet outil-là. Mais je pense que les tensions sont en train de se renforcer. C'est-à-dire qu'on voit par exemple, je pense que les écoles de commerce donc, sont soumises à des classements, elles aussi. Elles vont vers des statuts différents entre d'un côté les enseignants et de l'autre les chercheurs internationaux faits pour publier dans les revues alpha américaines. Mais en même temps, il faut bien des gens pour faire des cours. Donc, on a des statuts qui, du coup, on a le sentiment que le statut d'enseignant-chercheur, par exemple, dans ce type d'institution, alors c'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais si on se projette dans 10 ans, est-ce qu'on va pas avoir une classe de chercheurs internationaux qui vont permettre de bien classer l'école dans les classements qui sont fondés sur la recherche, et puis une classe de professeurs qui, eux, vont avoir une charge d'enseignement très forte. Donc on voit bien que des tensions très fortes pèsent sur la dynamique de ce monde de l'enseignement et de la recherche tel qu'il est à l'heure actuelle. Merci. Donc une dernière petite question à laquelle je vais vous demander de répondre très rapidement, parce qu'il me semble qu'on est déjà en retard. Est-ce que vous pourriez donc nous donner votre point de vue sur la question principale finalement, la question majeure de ce cycle de conférences, la recherche en stratégie et management, mort clinique ou renaissance? Ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Non, je ne pense pas qu'il y ait de mort clinique, ça me paraît très, très exagéré. C'est un peu lié avec les questions précédentes. C'est-à-dire que, moi je lis des articles publiés dans les meilleures revues internationales, dont je pense que le contenu scientifique est nul, voisin de zéro, et fait parce qu'il y a une logique de publication et il y a certains sujets et certaines façons de faire qui permettent de publier beaucoup plus vite et avec un taux de probabilité de réussite plus élevé dans ces revues. Mais je ne suis pas en train de dire du tout que toute la production scientifique est nulle, hein. Ce que je veux dire, c'est que même dans les meilleures revues, il y a des articles qui ne sont jamais cités et dont le contenu scientifique n'était pas très intéressant. Et puis il y a des choses magnifiques. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait de mort clinique, je ne pense pas non plus qu'il y ait de renaissance, mais pour des raisons qui sont liées à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il faut réussir à analyser la dynamique du changement, et je ne suis pas sûr qu'en tant que chercheur on soit assez bien positionné que ça pour étudier cette dynamique-là. Mais non, je pense qu'il y a des choses très très intéressantes qui sont aujourd'hui, heureusement. Et donc c'est un beau thème de conférence stimulant, mais non, je pense qu'il y a une dynamique de recherche qui se maintient et qui est très stimulante. Et donc si en tant que jeune vous voulez vous orienter dans la recherche, il faut le faire, et c'est quand même un métier passionnant. Mais par contre, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que les tensions actuelles sont quand même très très fortes. Ouais. Alors, si on prend une vision un peu globale, le problème de la recherche en sciences de gestion et en management, je suis d'accord avec Hervé, pas de mort clinique évidemment.
surtout pas. Renaissance, on peut imaginer disons du dynamisme. Alors est-ce qu'on le qualifie de renaissance? Je ne sais pas, il n'y a pas de nouveau paradigme qui vient d'arriver, donc on est dans une dynamique de recherche. Moi je pense qu'il faut saluer la qualité, l'investissement et l'engagement, que je différencie de l'investissement, parce que l'investissement c'est vraiment un engagement vraiment personnel des collègues qui font de la recherche en sciences de management, parce qu'on arrive quand même à une situation où dans l'université, plus que peut-être dans les écoles, on travaille quand même avec 3 bouts de ficelle pour faire de la recherche. Or, on aurait besoin de temps en temps pour justement booster. Donc, on peut l'avoir par les chaires, lorsqu'on fait des entretiens, avoir des financements pour faire replacer dans du Word les entretiens, les retranscriptions d'entretiens, des choses comme ça. On aurait vraiment besoin d'appui et d'un soutien bien plus fort dans les conditions de travail, parce que je pense qu'on est tous dans des conditions de travail très tendues, qui fait qu'effectivement la question des classements sont des questions tendues. C'est si on a un peu plus de temps et de conditions de travail qui permettraient d'avoir des journées plus humaines, on va dire, permettrait d'aborder aussi ces questions de façon plus sereine. Parce que là, le problème, c'est que les exigences, c'est-à-dire qu'un collègue, donc l'Université de Côte d'Azur, de Poitiers, de Limoges, est censé publier dans les mêmes revues internationales que quelqu'un de Harvard, du CLA et d'HEC Paris. C'est-à-dire, on est sur le même pool. La concurrence, elle est internationale, avec des conditions de travail vraiment différentes, des modes d'incitation vraiment différents, des exigences d'engagement institutionnel ou pédagogique vraiment différents, et on a la même exigence de résultats académiques. Donc ça, c'est ces points de tension, c'est ça en fait. On veut tous publier dans les mêmes revues d'excellence. Mais on n'a pas tous le même input de départ. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier énormément d'être venu. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir dans ce cycle de conférences. Et je voulais par ailleurs remercier l'ensemble de nos partenaires, et en particulier la MSH Paris-Saclay. Je voudrais aussi vous rappeler qu'on est présent sur quasiment tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter, donc sous le nom d'Académique All-Star Game, et que vous pourrez retrouver l'ensemble des vidéos, conférences et interviews sur la chaîne YouTube. Merci.